Lundi 13 juillet 2020, il est 19 h à Moriba-Bougou, région de Koulikoro d'où nous émettons. Vous êtes bien sur Chérif la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous réitérer votre confiance. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale au sommaire. Lutte contre la Covid-19 au Mali. Les mairies du district de Bamako se mobilisent elles aussi au quotidien pour lutter contre la pandémie. Nous le verrons dans un élément de la rédaction. La situation sociopolitique et sanitaire du pays risque de conduire la Fédération malienne de football à mettre un terme à la saison sportive 2019-2020, à voir également dans cette édition. Chérif la télé vous servir encore et toujours. Chérif la télé vous servir mieux. Je vais l'annoncer en titre. La capitale malienne, Bamako, fait face à un virus mortel comme les autres capitales sous-régionales. Il s'agit de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les mairies du district de Bamako. Quelles mesures de riposte ces mairies ont-elles adoptées pour sensibiliser les populations sur les dangers liés au Covid-19? Élément de réponse dans ce reportage signé Sadio Sidibé, Draman Mali. Pour anéantir les effets de la maladie à coronavirus et faire respecter les mesures barrières, le conseil communal de certaines communes du district de Bamako a entrepris des sessions extraordinaires pour sensibiliser la population sur les dangers liés au coronavirus. Le budget alloué au niveau de la commune 6 s'élève à hauteur de 30 millions de francs CFA. Nous vivons vraiment des moments très difficiles par rapport à cette pandémie. Et pour ce faire, très rapidement, le conseil communal a convoqué une session extraordinaire pour prendre des mesures très urgentes. Donc, après la convocation de cette session, nous avons pris vraiment le mal à bras le corps, en ce sens que nous avons utilisé nos propres canaux de communication pour vraiment sensibiliser toute la population des dangers de cette pandémie. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à une quarantaine de cas et puis des décès. Le conseil communal a décaissé un montant de 30 millions pour subvenir aux besoins de cette pandémie. Ici, en commune 5 du district de Bamako, toutes les précautions sont prises dans le cadre d'une lutte implacable pour stopper l'évolution de la pandémie de coronavirus dans la commune, avec le même budget que la commune 6 de 30 millions de francs CFA. Objectif: mobiliser tous les acteurs sanitaires et l'association des mécaniciens et communicateurs traditionnels afin de les sensibiliser sur l'importance du port du masque selon les mesures édictées par les autorités. Même constat également en commune 1 du district de Bamako. Le phénomène que vous venez de décrire se passe de tout commentaire. C'est une maladie très dangereuse. Nous avons anticipé avec le médecin-chef du CCRF et tous les autres acteurs de la commune. Nous nous sommes retrouvés pour former un comité de veille. Parce que gérer, c'est anticiper. Et il fallait réunir en tout cas les chefs de service pour les demander de prendre au sérieux cette maladie qui n'avait pas encore franchi nos portes. Et c'est ainsi que nous avions nous-mêmes acheté les premiers kits d'assainissement, des trucs de lavage, les dispositifs de lavage des mains. Et pour les 7 centres d'état civil de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, les 3 commissariats, la gendarmerie, la protection civile, et nous l'avions élargi au reste des services techniques. Nous avons pris les dispositions pour qu'on puisse, en tout cas les mesures barrières, soient observées. Et vous voyez vous-même dans mon bureau, chaque personne qui rentre est obligée, même si au secrétariat déjà il a lavé les mains, je l'oblige à laver les mains ici, vous me voyez avec mon masque. Et tous les jours c'est comme ça. Je fais toujours face aux difficultés de l'heure. Et il est clair que les mosquées méritent
une attention particulière parce que c'est un lieu de regroupement. Et on lui dit, mais vous ne pouvez pas ouvrir une mosquée et empêcher 50 personnes plus de 50 personnes de se retrouver. Donc cette réalité, nous sommes tous des hommes de foi, nous croyons en Dieu. Nous savions qu'en temps de paix, il faut que les gens se retrouvent à la mosquée. Mais quand il y a un phénomène aussi dangereux, il est clair qu'il faut qu'on se dise la vérité, que Dieu n'a pas obligé qui que ce soit d'être dans une mosquée quand il y a un tel phénomène qui fait des ravages. En ce qui nous concerne la commune 1, dès l'annonce, on avait commencé par les réunions de sensibilisation en faisant venir les chefs de quartier, les notabilités, tous les aires de santé, les polices, les 3 commissariats qui sont à notre disposition, la gendarmerie de Sangarebougou et les autorités religieuses pour les expliquer la gravité de la maladie, pour les expliquer la méthode de transmission de la maladie. Cela a été notre première étape pour accueillir cette maladie. Et au-delà de ça, quand l'administration centrale a pris les mesures sanitaires, en ce qui nous concerne, les différentes mesures sanitaires, à commencer par les distributions des kits par rapport au lavage des mains. On avait distribué des kits à tous les chefs de quartier. On a 9 chefs de quartier, on a distribué des kits à tous les chefs de quartier pour que ceci soit des points de repère, une référence à la population pour que la population s'en donne à cette activité, à cette pratique qui quotidiennement ça fait partie de notre vie quotidienne. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population qui est celle de la commune 1, c'est de respecter les mesures sanitaires. Du côté de la commune 2, certains jeunes leaders sont conscients du travail abattu par les autorités communales, mais il faut élargir à tous les niveaux. À notre niveau, au niveau de la commune 2, tout le monde essaie de faire de son mieux pour cette maladie. Vous avez dit les actions des élus, chez nous c'est les actions de tout le monde. Les actions de bonne volonté, les actions du peuple, parce que la maladie se vit en commune 2 ici et partout ailleurs au Mali. Donc nous avons pris conscience de la chose et nous sensibilisons du mieux que nous pouvons pour limiter vraiment la propagation du virus au niveau de la commune et du Mali en général. Donc les gens sont vraiment conscients du danger. Même ceux qui n'y croyaient pas, ils voient les activités baisser. Alors tout le monde sait que cette maladie est aujourd'hui une réalité. Malheureusement, nous avons des parents qui tombent par cette même maladie encore. Et donc nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Au-delà de nos frontières, direction la région de la boucle du Mouroun au Burkina Faso, où les Ansars de la section provinciale ont organisé une journée de don de sang le week-end dernier dans le département de Dédougou, devenue une tradition au fil des ans pour magnifier l'anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. 178 poches de sang ont été collectées au cours de cette édition pour sauver des vies. Lassine Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. Cette journée de don de sang qui entre dans le cadre des festivités du 65e anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara est une belle initiative de la section provinciale des Ansars de Moumine dans la localité de Dédougou au Burkina Faso. L'objectif vise à sauver des vies en guise de reconnaissance au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars pour ses nombreux efforts consentis en faveur de l'humanité. C'est à l'occasion de l'anniversaire de notre guide, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. À chaque anniversaire 12 mai, nous organisons un grand don de sang. Nous invitons les autorités pour participer chaque 12 mai. Bon, comme cette année 12 mai a coïncidé à un Ramadan et puis Covid-19, voilà pourquoi on a reporté ça au 12 juillet. Voilà, parce que la région de la boucle du Moun, c'est la plus grande région de notre pays, le Burkina Faso. Ça fait 6 provinces, avec 47 départements. Donc le besoin de sang est énorme. Nous venons tout juste de Bobo du Lasso, représenter le président national El Hadj Soulakata Salamantao, le président de Ansardine national, ADN Burkina.
Voilà, c'est pour une cérémonie de don de sang. Nous sommes là pour cette cause. C'est des sentiments de joie, puisque ça, il n'est plus étranger pour personne, car c'est un programme qui rentre dans nos activités, puisque j'ai nommé notre guide spirituel, Assir Chérif Ousmane Madane Haïdara, nous a éduqués dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le don de sang. Nous savons qu'avec l'hivernage, il y a beaucoup de cas de paludisme. Et le sang est très nécessaire. L'opération, au dire des responsables du centre de transfusion sanguine de la localité, vient à point nommé car coïncidant avec la crise sanitaire et le début de l'hivernage où la transfusion sanguine a un rôle capital dans la lutte contre l'anémie. Saisissant également l'occasion, les responsables ainsi que des personnalités ont encouragé l'initiative et félicité le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, dans son combat quotidien, celui d'œuvrer pour le bien-être des peuples. Je voudrais d'abord vraiment vous remercier de venir couvrir un événement comme ça, de don de sang, qui est un événement important. Vous savez que cette période de saison des pluies, c'est aussi la période qui est critique, où on a toutes les anémies qui nécessitent que parfois des gens soient transfusés. Vous avez même pu suivre aussi à la télé que rien que jeudi passé, à la présidente du Faso, on a organisé une opération de don de sang avec à sa tête le chef de l'État lui-même. C'est pour dire que le message est important et de venir ici ce matin accompagner, encourager cette opération de don de sang ici à Dédougou dans la boucle du monde. C'était extrêmement important pour moi. Nous pouvons dire que c'est une période vraiment que nous appelons période difficile et donc cruciale. Pourquoi cruciale? Parce que la plupart des donneurs de sang, à 60%, notre satisfaction, nous la trouvons surtout au niveau des élèves et des étudiants. Et nous savons que cette période aussi, c'est aussi la période de paludisme et d'autres aussi pathologies qui demandent beaucoup, en tout cas, le besoin en transfusion sanguine. Alors que ces élèves et ces étudiants qui sont présentement en vacances jouent beaucoup sur la satisfaction. Et donc, on essaie vraiment de se retourner vers nos partenaires, les associations, et surtout organiser pendant la période difficile, en partenariat aussi avec Ansardine, et essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut avoir effectivement un programme au niveau des différentes localités qu'elle couvre, pour qu'on puisse régulièrement sortir, satisfaire vraiment tant bien que mal en tout cas ce besoin, parce que ce sang que nous allons avoir, ce n'est pas seulement pour Dédougou. C'est aussi en tout cas à répartir avec les autres provinces que sont la Kossi, le Nayala et j'en passe. Notons qu'au cours de cette journée, 178 poches de sang ont été collectées. Vivement l'édition prochaine. Retour à Bamako pour parler éducation dans ce journal avec le lancement du baccalauréat blanc ce lundi matin des lycées de l'Union et Cheikh Modibo Diarra. 300 candidats repartis dans 12 salles de classe, toutes séries confondues, se prêtent à l'exercice. Cet examen blanc se tient dans le cadre du strict respect des mesures barrières face à la maladie à coronavirus. Marietou Diallo, Samba Traoré. C'est parti pour un baccalauréat blanc à l'intention des candidats des lycées de l'Union et Cheikh Modibo Diarra avec comme finalité de préparer les candidats à affronter le bac officiel. Oui, ça débute pas mal. On se débrouille avec. Aujourd'hui, on fait 2 épreuves. La littérature le matin et puis la linguistique le soir. Nous remercions beaucoup aussi notre école qui a su organiser ce bac blanc-là en vue de tester notre niveau avant le jour J afin que nous puissions corriger nos tares avant le bac même. La première épreuve, c'était la philosophie. Le sujet, bon, ça paraît un peu difficile, mais si tu apprends les leçons, ça est. Le sujet, c'était sur la désobéissance civile de la manifestation du 10-11. Oui, c'était sur les thèmes d'actualité. Moi, j'appelle tous les élèves à préparer le bac parce que toutes les écoles ne font pas le bac blanc. En tout cas, moi, j'appelle tous les élèves à préparer le bac, que ce soit le bac blanc ou l'autre là. Toute l'initiative, c'est le bac. Donc, j'appelle tous mes camarades à préparer le bac. Ça s'est passé bien. Le sujet était à notre portée et j'espère que je vais avoir une bonne note. J'invite tous les lycées pour faire le bac blanc, pour préparer les élèves
avant le vrai bac. Oui, ça se passe bien. Nous avons entamé avec les épreuves de français. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en période de pandémie, de respecter les mesures barrières. Le texte nous permet de nous faire une idée sur le bac, de nous préparer, de voir les failles, les problèmes. Ainsi, nous pourrons soigner certains problèmes avant le bac. Préparer au mieux l'examen officiel pour réaliser de très bons résultats est le souhait du promoteur des deux lycées en initiant ce bac blanc. Ce matin, nous avons organisé le bac blanc, c'est pour préparer les élèves psychologiquement et en même temps leur montrer que le bac n'est pas un mystère. Le bac, c'est quelque chose qui est très facile pour un élève qui vient régulièrement à l'école et pour un élève qui s'exerce. Parce que généralement, le sujet est choisi en fonction du niveau moyen d'un élève qui vient à l'école. Donc, c'est pour leur montrer que le bac n'est pas aussi difficile que ça. Ils sont en train de composer sur 6 matières. Donc on a commencé ce matin par les matières principales de chaque série. Nous avons à peu près 302 candidats. La finalité, c'est pour encourager les élèves à travailler et en même temps espérer avoir un bon résultat. Parce qu'un élève qui est déjà confronté maintenant au bac blanc, donc généralement le bac réel le bac officiel ne sera pas un mystère pour lui. Donc psychologiquement, il sera bien préparé, il n'y a pas de peur. Donc il va affronter le bac avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance. C'est pour surtout encourager les élèves à apprendre, à laisser les réseaux sociaux, à s'adonner aux exercices. Maintenant, avec ça, j'espère que le résultat sera bon. Les candidats composent sur 3 matières principales afin de juger leur niveau avant le bac officiel. L'actualité sportive au plan national, la situation sociopolitique et sanitaire du pays risque de conduire la Fédération malienne de football à mettre un terme à sa saison sportive 2019-2020. Lors d'une conférence de presse, le premier responsable du sport roi malien avait lancé un cri de cœur afin d'obtenir sans délai la réouverture des stades et d'éviter une nouvelle crise liée à des questions de quorum et de budget extra et des dépenses extra budgétaires. Jusqu'à présent, ce message n'a pas été entendu par les plus hautes autorités de notre pays. Issouf Koulibaly. Suspendu le 17 mars dernier en raison de la maladie à coronavirus, le championnat national de football pourrait ne pas aller à son terme cette saison. Même si le comité exécutif de la Fédération malienne de football a émis ses vœux auprès des plus hautes autorités du pays de reprendre le championnat, les choses tardent à bouger. Avec les chaos politiques et la crise sociale qui règne dans le pays, l'on se dirige vers une année blanche dans le football malien. Le Conseil supérieur de la défense réuni le 17 mars dernier avait édicté des mesures barrières interdisant tous les regroupements de plus de 50 personnes, ce qui avait amené le ministre de la Jeunesse et des Sports de fermer toutes les infrastructures sportives du pays jusqu'à nouvel ordre. Nous avons dit, non seulement on va faire observer que les matchs se jouent à huis clos, mais on a estimé très rapidement qu'on va donner au club de Ligue 1, les 23, 200 masques. Ça fait 4600. Au club de football féminin, 100 masques. Aux arbitres, 500 masques. Aux médecins, 500 masques. À la sécurité, 500. À la commission d'organisation, 500. Aux ligues régionales, 200 masques. Pour les thermoflash, les appareils qui permettent de contrôler la température, nous avons dit, cette fois-ci, que nous allons mettre à disposition du ministère des Sports pour le compte des stades 10 thermoflash, 5 à la fédération, 2 aux ligues régionales, 2 au club de première division. Après la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le football malien risque de replonger dans une nouvelle crise à cause de la fermeture des stades qui tarde à se rouvrir. Une chose qui maintiendrait le nombre des équipes à 23 avec ses coûts bagatelles de dépenses. Une autre chose est sûre, les calculs mécaniques sont de mise. Même si la crise est endormie, cette situation risquerait de réveiller les anciens remous de notre sport roi. Nous vous rappelons que votre émission sport, c'est tous les lundis après le journal en langue nationale Bamanankan. Le tour d'horizon de l'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation d'Ahmadou Diarra.
Tout d'abord, ce coup de tonnerre dans l'arène politique en Côte d'Ivoire voisine. Le secrétaire général de la présidence a annoncé ce lundi 13 juillet dans un communiqué la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan, mettant fin à un suspense qui a duré tout le week-end. Cette démission fait donc suite, selon le Ségal de la présidence, à une correspondance datant du 27 février et après plusieurs entretiens avec le président Alassane Ouattara et son numéro 2. Le chef de l'État ivoirien a donc rendu un hommage à un de ses plus proches collaborateurs pour son travail et pour avoir été un grand commis de l'État. Le tandem Ouattara-Duncan semble donc s'effriter. Rappelons que la démission du vice-président survient quelques jours après le décès mercredi dernier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Direction à présent Madagascar, où le président Ange Rajoel a indiqué ce dimanche à la télévision nationale que 2 parlementaires étaient morts des suites d'une infection au Covid-19. Le décès du député issu du parti présidentiel n'a pas été enregistré sur la liste officielle des personnes décédées de la pandémie, sous prétexte qu'il n'a pas fait l'objet d'un test de dépistage du coronavirus. Le décès du sénateur, quant à lui, a été classé comme normal avant la confirmation faite ce dimanche. Ange Rajoel a ajouté que des employés de la présidence avaient été infectés. Depuis le début de l'épidémie, 2573 personnes ont été infectées, dont 35 sont mortes. Le gouvernement estime que le pic de l'épidémie n'aura lieu que vers la fin du mois d'août. Et pour l'instant, c'est silence radio sur les effets guérisseurs du Covid Organix. Et nous mettons à présent le cap sur l'Afrique du Sud, où Zinzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir Nelson Mandela et de la militante anti-apartheid Winnie Madikizela Mandela, est décédée à l'âge de 59 ans. Zinzi Mandela a tiré sa révérence dans un hôpital de Johannesburg aux premières heures de ce lundi matin, a déclaré la chaîne publique SABC. Elle était l'ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark au moment de son décès. La cause de sa mort n'a pas été immédiatement révélée. Zinzi Mandela était le 6e enfant de Nelson Mandela et son second avec Winnie Mandela, sa seconde épouse. Le ministre des Relations internationales et de la coopération a déclaré « On se souviendra de Zinzi Mandela non seulement comme la fille de nos héros de lutte, mais aussi comme une héroïne de la lutte à part entière ». Fin de citation. Et dors en paix. Actualité hexagonale à présent. Ségur de la santé, 2 accords ont été signés ce lundi 13 juillet. C'est le terme de cette semaine de concertation entamée fin mai et censé permettre de refonder le système de soins français. Il s'agissait aussi de répondre aux attentes du monde hospitalier en souffrance depuis de nombreuses années et durement éprouvé ces derniers mois par la crise sanitaire. 2 protocoles d'accord qui ont reçu un soutien syndical majoritaire. 20 mesures sont prévues, dont une hausse de salaire de 183 € net par mois en 2 temps pour l'ensemble des personnels des établissements hospitaliers et des EHPAD. L'enveloppe d'un montant total de 7,5 milliards d'euros inclut également une révision des grilles de salaire pour certains métiers comme les infirmiers et manipulateurs radio qui recevront en moyenne 35 € net mensuels en plus. Parlant de la France, nous y restons toujours. Le nouveau chef du gouvernement, Jean Castex, au chevet de la Guyane en pleine épidémie de Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex est arrivé dimanche en Guyane pour un déplacement consacré à la lutte contre le Covid-19. Les centres hospitaliers sont déjà sous tension alors que le pic de l'épidémie dans ce territoire français d'Amérique du Sud est attendu pour la deuxième moitié du mois de juillet. La situation épidémiologique semble donc s'améliorer, a déclaré Jean Castex, masque de protection sur son visage dans une allocution dès son arrivée. Accompagné par le ministre des Outre-mer et le ministre de la Santé, Jean Castex, a débarqué sur la base aérienne de Matoury où un module médical de réanimation pour les opérations leur a été présenté à bord d'un avion de transport militaire. Et l'Espagne voisine qui fait encore face au casse-tête des migrants et saisonniers marocains pour rentrer à la maison. Avec plus de 250 000 cas de Covid-19 recensés et 28 400 morts, l'Espagne est après le Royaume-Uni le pays d'Europe où le virus est le plus présent. Pour freiner cette contagion, notamment venue de la rive nord de la Méditerranée, le Maroc a imposé dès le mois de mars dernier des mesures drastiques. Les frontières terrestres ont été bloquées, y compris pour les ressortissants marocains et les résidents étrangers. À partir de ce 14 juillet, ne pourront plus entrer au pays que les ressortissants
ressortissants marocains et les résidents étrangers. Ensuite, ils ne pourront pas le faire depuis le pays voisin, l'Espagne, mais seulement depuis deux ports, le port de Sète en France et le port de Gênes en Italie. Ce sera aussi possible par voie aérienne, mais là encore pas depuis l'Espagne et seulement dans le cadre des vols spéciaux affrétés par des lignes nationales comme Royal Air Maroc. Et enfin, les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Pologne. Le président ultra-conservateur Andrzej Duda l'emporte avec 51,2% des voix contre 48,8% pour son adversaire, le maire libéral de Varsovie. Le parti au pouvoir, PIS, garde donc les pleins pouvoirs, mais dans un scrutin marqué par une participation historique, la Pologne reste plus que jamais fracturée. Les quelques dizaines de milliers de bulletins qui n'ont pas encore été comptabilisés ne changeront pas la donne. Le président sortant est réélu pour 5 nouvelles années à la tête du pays. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission électorale en annonçant les premiers résultats partiels dès ce lundi matin. Ce dimanche soir, devant ses partisans, il s'est présenté comme un président rassembleur. Il s'est même de manière surprenante excusé auprès des Polonais qu'il a pu blesser à travers ses actes ou ses paroles depuis plus de 5 ans. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Fatmata Yaya Kane. Chérif La Télé, merci pour votre constante fidélité et à demain, Inch'Allah.